Everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mystère dit. Comme vous l'avez vu dans la miniature, encore une fois, je remercie Ezra pour son travail exceptionnel. Et comme d'habitude, elle m'a fait un réel au top niveau. Alors, je vous mets toutes les informations de Ezra dans la barre de description de cette vidéo. Elle est vraiment géniale. Je la recommande à chaque fois et je ne cesserai pas de la recommander parce que quand on a des gens qui sont inspirés, inspirants, motivés et qui veulent faire quelque chose et grandir leur talent, ben moi, si je peux donner de la force, je suis à fond derrière et honnêtement, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, elle tape juste. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces informations en barre de description et la suivre sur ses réseaux sociaux. Cette semaine, je me concentre sur le compte de Barbe Bleue. Vous allez voir cette histoire et encore chaque fois, je suis redondante parce qu'en vérité, chaque fois, je dis et la pire et en fait, chaque fois, j'en découvre une pire. Donc, je vais arrêter de dire ça. Vous allez pouvoir constater qu'il s'agit d'un bien étrange conte de fées. Allez, il est temps de rentrer dans le vif de notre sujet et vous allez voir, je le répète, quel sujet. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Ainsi commence le conte de Charles Perrault. Attention, dans cette vidéo, certains passages peuvent choquer les petits, mais aussi les grands. La Barbe Bleue est un conte populaire qui a plusieurs versions, dont la plus célèbre est celle des contes de Perrault, parus en 1697. Je vais pas refaire le fil du temps pour essayer de trouver qui est le plus ancien, qui est le plus légitime, etc., qui peut revendiquer le titre de créateur de ce récit, car une fois encore, vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'un simple conte, voire pas d'un conte du tout en vérité. Charles Perrault n'a absolument pas inventé la Barbe Bleue en puisant uniquement dans son imagination ou dans des légendes locales, etc. Il s'est inspiré de personnages historiques bel et bien réels. Et pas d'un seul, mais de deux. Et pas de n'importe lesquels, de deux notables. Un baron et un roi, figures patibulaires, sombres et menaçantes qui ont bel et bien existé. Vous allez voir, vous allez découvrir des profils inquiétants, voire carrément funèbres dans les recoins de cette histoire. Et maintenant, grâce à Perrault, dans la psyché de nos enfants. Et ça, les amis, c'est beaucoup plus problématique. Publié, je vous le disais, en 1697, paru dans les contes de la mère Lois, ce conte est une fois encore fort éloigné de ce que l'on attend de contes de la littérature enfantine. Et oui, nous allons découvrir une fois encore, une fois n'est pas coutume, que c'est une histoire qui n'est absolument pas destinée aux enfants, mais que on trempe encore dans le fait divers sordide. Attention, roulement de tambour, ouverture des rideaux, accrochez-vous, on y va et c'est maintenant. Et oui, au crépuscule de sa vie, Charles Perrault a encore un ultime conte à raconter. Une chronique noire et sanglante, une terrible histoire qui non seulement ne s'adresse pas aux enfants, mais qui fait carrément froid dans le dos, même pour les adultes les plus avertis. Petit rappel de l'histoire. Il était une fois un homme qui tirait son nom de la couleur de sa barbe. Un homme extrêmement riche, mais doté d'une barbe bleue qui lui donnait un aspect laid et terrible. C'est pourquoi aucune femme ne veut l'épouser. Pourtant, l'argent aidant, plusieurs gourgandines et autres femmes matérialistes, comme quoi cela a toujours été d'actualité peu importe les époques, côtoyèrent cet homme. Mais toutes disparurent mystérieusement, les unes après les autres, sans jamais laisser de traces. Un beau jour, une fille entra à nouveau dans sa vie. Il s'agissait de la fille de la voisine. C'est pas trop cassé la tête, il a pris au plus près. Et elle était, bien évidemment, comme toutes les autres gueuses, intéressée par ses richesses et son château. Quelques jours après leur mariage, Barbe Bleue dut partir en voyage, laissant sa demeure entre les mains de sa nouvelle épouse. Il lui confia alors les clés du château en prenant soin de lui interdire l'accès à l'une des pièces. Forcément, je sais ce que vous vous dites, moi c'est la première chose qui m'a traversé par la tête.
Mais quel inconscient! Mais qui est l'abruti qui peut bien dire ce genre de choses à une femme? Tu peux aller visiter de partout, hein, sauf cette pièce-là, et qui espère qu'elle s'exécute. Alors, soit c'est un inconscient, soit c'est un fou, soit c'est un malade. C'est très vicieux de lui dire. Déjà, hein, entre nous soit dit, déjà clairement c'était un indice, une espèce de perversion machiavélique, hein, qu'elle aurait dû noter sa femme-là. Parce que quelqu'un qui te dit, vas-y de partout, tu peux faire... mais pas là, attention, tu n'ouvres pas cette pièce. Fallait quand même... Enfin bref. Bien sûr, il avait à peine tourné les talons qu'intriguée, la maîtresse de maison ouvrit la porte de cette mystérieuse chambre dans laquelle elle découvrit avec horreur les corps inertes des anciennes femmes de son mari. Mais elle aussi, on lui avait dit. Sous le choc, ce que nous pouvons comprendre, elle laisse tomber la clé de la porte qui se retrouve recouverte du sang des cadavres de femmes pendues au plafond. Parce que faut savoir que c'est ainsi qu'elle est décrite dans l'histoire originale, hein, la scène. Les cadavres sont pendus au plafond. Et c'est illustré tel quel, je pense que je vais pouvoir vous mettre d'ailleurs en image une illustration, dans les contes pour enfants. C'est pas charmant, c'est pas féerique, on n'est pas dans la magie de Noël. Bref. Plus tard donc, la Barbe Bleue rentre chez lui et demande à sa femme de lui rendre le trousseau de clés. Il découvre alors la clé tachée de sang. Et oui, le sang caillé, ce n'est pas facile à enlever. Et décide donc de tuer sa femme. Un peu extrême la décision, mais bon, en même temps, il avait été plutôt clair. Grand prince, ou presque, la Barbe Bleue lui laisse un quart d'heure pour prier avant d'en finir définitivement avec elle. La femme de la Barbe Bleue utilise ce précieux quart d'heure pour appeler sa sœur, qui fait venir ses frères. Puis là, appeler en un quart d'heure, elle a dû courir vite, il n'y avait pas de téléphone portable, je vous le rappelle, elle a dû courir pour sa vie, du coup, forcément. Ces derniers rappliquent donc et finissent par tuer simplement et purement Barbe Bleue. Morale du conte, écoutez bien, parce que c'est tel quel dans le texte, la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. C'est quand même très étrange. Si, comme moi, l'histoire de Barbe Bleue a toujours attisé votre curiosité malgré la morale afférente et hallucinante à ce conte mythique, non, parce que, entre nous, hein, je vais revenir sur les détails de cette morale qui, en la relisant, m'a fait bondir de ma chaise. Ce n'est pas le tueur en série multirécidiviste de toutes ces épouses qu'on pointe du doigt dans la morale, absolument pas. C'est la femme, hein, qui a eu l'audace de se poser des questions. La morale, donc, en gros, ce serait, si ton mari te confie une clé et qui te dit que c'est un secret, dis-toi que les secrets, ça tue, quoi. Et que le mieux à faire est de continuer à profiter de ces bijoux et de ces tapisseries si tu veux pas que cette histoire se finisse en eau de boudin. C'est quand même dingue. Parce qu'apparemment, donc, toujours dans le suivi de la morale, la curiosité est bien plus dangereuse qu'un type louche avec une barbe de pirate et une pièce interdite. Je trouve... alors, en plus de l'histoire qui est hyper chelou, vous allez le voir, là, carrément, la morale, elle est... plus haut, c'est le soleil, quoi. Dites-vous qu'en plus, l'horreur ne s'arrête pas là. On peut même dire que nous sommes dans ce genre de moments suspendus dans le temps où l'on réalise que souvent, la réalité dépasse la fiction. Laissez-moi donc vous faire découvrir l'histoire française de Barbe Bleue. Une histoire de guerre, une histoire de sang, de crime et même de sorcellerie. Une fois encore, une fois n'est pas coutume, inspirée de personnages ayant réellement existé. Et vous allez voir les personnages, quoi. Alors, le plus connu des deux personnages dont l'histoire s'est inspirée, il y en a un, je vais pas épiloguer, c'est le plus connu. Si vous faites une recherche dans Google, c'est facile à trouver. C'est celui qui est cité en permanence, hein, c'est le plus célèbre des deux, c'est Henri VIII, roi d'Angleterre, de 1509 à 1547, qui est resté dans l'histoire pour ses 6 mariages successifs et ses méthodes brutales pour s'assurer une descendance masculine. Déterminé à obtenir un héritier, il répudie ou fait exécuter celle qui échoue à lui donner un fils. Un parcours matrimonial pour le moins dramatique. Parce que vous comprenez bien que 6 mariages, 6 mortes. Henri VIII incarne une version historique du personnage de Barbe Bleue. Donc, un mari redoutable, prêt à répudier ou éliminer ses épouses lorsque celles-ci ne répondent pas à ses attentes royales. Déjà,
Voilà une bien étrange façon d'être inspiré par un personnage dans le cadre de l'écriture d'un conte de fées, mais vous n'êtes pas prêt pour la suite, parce que de base, vous allez vous rendre compte qu'Henri VIII, c'est que la face immergée de l'iceberg. Derrière, le vrai personnage dont toute l'histoire provient, il est pire que tout, quoi. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Un homme riche, cultivé et raffiné qui vivait dans un château somptueux entouré de ses serviteurs. La chambre de ce seigneur était située dans la plus sombre et la plus haute tour. L'histoire de ce vrai seigneur commence donc dans l'ouest de la France, dans le pays de la Loire, où les châteaux dominaient le paysage, dans une région modelée autour d'une histoire tumultueuse marquée par des guerres rivales. Le nord, jusqu'à la Loire, était le théâtre de conflits civils entre les Armagnacs, fidèles à la couronne de France, et les Bourguignons, alliés des Anglais. Entre eux, le duché de Bretagne adhère tantôt à l'une ou à l'autre partie. Le duché de Bretagne alterne continuellement de toute façon entre soutien au premier camp et au second. C'est dans la très vaste baronnie de Retz, sur la rive sud de la Loire, actuellement la Vendée, au château de Champottzé-sur-Loire, en septembre 1945, que naît le seigneur Gilles de Rais, un homme riche, fils de grands seigneurs féodaux, parmi les plus puissants du pays de la Loire, Guy de Rais et Marie de Craon. Gilles de Rais a une enfance paisible, partagée entre les différents domaines familiaux, malgré les rares distractions qu'offrait la campagne. Il est initié très tôt aux affaires, car c'est à lui qu'incombera la tâche d'administrer l'héritage familial. Portant peu d'intérêt pour ses devoirs, préférant jouer dans le vaste château de Champtocé-sur-Loire et les sombres caves, voire même les oubliettes, Gilles n'est cependant pas un enfant malheureux. L'année 1415 marque un véritable tournant dans sa vie, lorsque son père meurt des suites d'un accident de chasse et que sa mère disparaît. Alors, elle a disparu, c'est très bizarre, il y a une flou artistique, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est remariée loin de Champopsé-sur-Loire, selon certains historiens, et qu'elle est partie sans même se retourner pour vérifier si son fils était derrière elle. À 11 ans, Gilles de Rais est donc l'héritier d'une fortune colossale entre terres, domaines et richesses matérielles et pécuniaires. Mais il est surtout l'enfant abandonné d'un mariage d'intérêt, arrangé et manigancé par un homme qui deviendra de fait son tuteur, son grand-père maternel, le vil Jean de Craon. Ce dernier est un homme terrible, méprisable, dangereux et craint dans toute la baronnie de Rais, possédant des châtellenies dans plusieurs provinces, des domaines obtenus de manière douteuse. Pendant la guerre de 100 ans, le vieux Jean de Craon en a profité pour dicter sa terrible loi. En devenant tuteur de son petit-fils, il semble avoir plus à cœur sa fortune personnelle que l'éducation de celui-ci. Enfant abandonné, jeune héritier livré à lui-même, Gilles de Rais n'a pas de limite, aucune attache, aucun sens de la moralité. Plein d'imagination, il commence alors à se permettre, dès un jeune âge, des libertés vicieuses et se livre à des penchants bizarres, des excès inavouables sur lesquels son grand-père ferme les yeux et s'en lave les mains. Gilles s'avère très vite être un personnage cruel, terrible et effrayant, à l'instar de Barbe. Dites-vous qu'il est dit que dans son enfance, il lui est arrivé d'élever des molosses et de les soumettre à un jeûne excessif avant de les jeter sur des moutons afin de se délecter du spectacle qu'offrait la violence des crocs des chiens de chasse, perforant la chair des victimes ovines tachées de sang. Donc déjà, ça en dit un peu long, vous savez, que dès qu'il y a un rapport dans la petite enfance avec des actes de cruauté envers les animaux, généralement, c'est quand même assez révélateur d'un profil de serial killer. Bon, celui-là, il n'a pas loupé. Plus que son plaisir prononcé pour l'appel du sang, Gilles de Rais est de plus en plus attiré par les plaisirs interdits, par la luxure, le sexe et les armes. Très jeune, il apprécie beaucoup les garçons de son âge. Et plus vieux, il les appréciera toujours autant. Bien que sa solitude soit une sombre amie, en 1420, Gilles de Rais, 16 ans, épouse une très lointaine cousine, Catherine de Thouars. Derrière ce mariage, d'intérêt encore une fois, les viles manigances du terrible grand-père Jean de Craon, je dis grand-père, vous avez compris, c'est son tuteur, permettent à Gilles de Rais de devenir encore plus puissant et plus riche.
En forçant cette union, il assure à la maison de Ré une fortune quasiment inépuisable, une des plus importantes du royaume de France. Enfin, c'est ce qu'il croit, car il n'a pas eu, vous allez voir qu'il ne va pas être au bout de ses surprises. Il est dit que Catherine était une femme attentionnée et aimante. Même si cela était vrai, le seigneur de Ré n'en aurait eu que faire d'elle et de sa présence maritale. Mais bon, ce dernier préférait fréquenter des petits pages et de jeunes écuyers au service de ses seigneuries. Une attirance de plus en plus prononcée qui s'avère être profondément addictive. Pendant ce temps, donc, il y a la guerre de 100 ans qui fait rage. Gilles de Ré voit la guerre comme une occasion doublée d'une véritable opportunité de s'éloigner de Catherine de Thouars et d'abandonner le foyer conjugal. Attention, là encore, pas de divorce pour rupture du lien conjugal d'actualité, on ne divorçait pas. En s'enrôlant dans les armées de Charles VII à l'époque, le haut rang du baron le place quasi automatiquement parmi les intimes du roi de France. Bien qu'étant avantagé financièrement, rien ne le destinait à une glorieuse carrière sur les champs de bataille. Pourtant, c'est dans le contexte militaire que l'appel du sang, son goût pour la violence et sa sauvagerie trouvent leur exécutoire. En effet, le baron se distingue par ses exploits militaires hors du commun. C'est d'ailleurs dans la ferveur des combats que Gilles de Ré obtiendra les faveurs royales. C'est dans cette période charnière de l'histoire de France que le baron fait une rencontre inoubliable qui marquera sa vie de but en blanc. Ainsi, en 1428, après la capture des importantes villes d'Orléans et de Jargeau, apparaît l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire. Prétendant avoir reçu par le biais de voix célestes la mission divine de délivrer la France de l'envahisseur anglais et de légitimer la souveraineté de Charles VII, Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, se présente alors au roi. Sensible à ces messages célestes, le roi Charles VII décide d'octroyer une armée à Jeanne d'Arc de Domrémy. Dans cet improbable concours de circonstances, Gilles de Ré, guerrier émérite, devient le plus fidèle, le plus brave et certainement le plus violent compagnon capitaine de Jeanne d'Arc. À ses côtés, aidé de quelques centaines de mercenaires et d'un bon sens tactique, il participe à la grande libération d'Orléans. Le jour du sacre de Charles VII, figurant à la gauche du roi et Jeanne d'Arc à sa droite, le baron est chargé par Charles VII en personne d'aller quérir la Sainte Ampoule. La Sainte Ampoule est une relique de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe. En fait, c'est un petit flacon contenant de l'huile sainte qui est utilisé lors des sacres de certains souverains ainsi que pour la consécration des évêques et des prêtres. Selon la tradition catholique, la Sainte Ampoule aurait été apportée par un ange à Saint Rémy, évêque de Reims, lors du baptême de Clovis, roi des Francs, en 496. Depuis lors, la Sainte Ampoule a été utilisée lors de chaque sacre des rois de France à Reims, ainsi que lors de sacres d'autres souverains, tels que les rois d'Espagne et d'Italie. Il devient donc le même jour, le 17 juillet 1429, en la cathédrale de Reims, maréchal de France. Mais les ténèbres guettent le maréchal de France. 1430, Jeanne d'Arc est faite prisonnière. Après avoir été remise aux Anglais, elle est brûlée pour cause d'hérésie. L'année suivante, à Rouen. Avec elle s'éteignent momentanément les dernières ferveurs et dévotions du baron. Harassé, dégoûté et quelque peu excédé par les intrigues de la cour et les batailles incessantes qui caractérisent la période, Gilles de Ré décide de se retirer dans les domaines de Bretagne et d'Anjou où il entend jouir de ses richesses. Une maison militaire intime, une armée personnelle, une maléfique collégiale, des manuscrits inestimables, de la vaisselle d'or et d'argent, de riches broderies, des écharpes richement ornées. Gilles de Ré dépense sans compter. S'improvisant metteur en scène, tantôt directeur, tantôt réalisateur, le baron fait jouer à Orléans un mystère du siège, un magnifique spectacle plus qu'onéreux qui vient engloutir une large partie de son patrimoine. Mais dans l'intimité de ces châteaux, de ces tours sombres et de ces interminables donjons et oubliettes, les prodigalités du baron apparaissent comme étant beaucoup moins avouables. Son épouse et sa fille, trop encombrantes, considérées comme des parasites par Gilles, sont forcées à l'exil dans son château de Pouzague, où Catherine de Thouars veille seule à l'éducation de leur unique enfant. Le baron n'y fera d'ailleurs que de très brèves visites, tant il s'empresse de retourner à ses luxures. Vous l'avez compris, encore une fois, on est dans un schéma partie, maison, notable, enfant et tout le touti. Alors, les véritables parasites, c'était plutôt, il aurait dû s'en rendre compte, la bande de débauchés et le prêtre défroqué, Eustache Blanchet, qui entoure misérablement le baron et qui l'accompagne dans ses plaisirs interdits et censurés. Une véritable horde de rabatteurs qui se charge de lui procurer de la chair fraîche, des jeunes proies,
bien évidemment surtout des jeunes garçons, que le baron, accrochez-vous, torture, sodomie et assassine en réunion. À plusieurs, hein, c'est toujours mieux. Je pense que lui aussi, il devait stocker des baby oil. Peu à peu, le baron plonge dans les ténèbres et la luxure, se désintéressant de sa situation financière qui va bien forcément de mal en pis. Ses vices, sa dépravation et sa perversité le conduisent dans un gouffre noir et sans fond. Les abîmes de ses penchants obscurcissent le peu d'esprit qui lui reste alors. À la fin de 1435, Catherine de Thouars, l'épouse en exil de Gilles de Rais, et son frère René de la Suze pressentent la catastrophe. Ils demandent directement au roi de placer le maréchal sous tutelle pour éviter qu'il ne ruine définitivement la famille. Avec déjà plusieurs terres et titres hypothéqués, il semble en effet que Gilles ne ralentira pas cette course à la débâcle. Le roi Charles VII est du même avis et ordonne au Parlement de lui interdire toute vente de biens et d'empêcher quiconque de contracter avec lui. Mais Gilles de Rais, glorieux maréchal et héros de la guerre, se moque bien des restrictions imposées par le roi qu'il considère comme une honte pour le royaume. Contrairement à ce que pensent les héritiers, le baron est persuadé de pouvoir établir ses richesses d'antan. Il voit en la magie une opportunité, en la sorcellerie un moyen et en l'alchimie une fin. Mais sa vision, ne l'oublions pas, est trouble vu que le gars n'arrête jamais d'être en partie. C'est alors qu'appâté par sa grandeur et son renom de générosité, une kyrielle de mages, enfin, vous l'avez compris plutôt d'escrocs, lui rendent visite. Tous lui assurent de pouvoir transformer le plomb en or, et non l'inverse, parce que forcément ce serait fâcheux, et de connaître les secrets défendus de la pierre philosophale de la conscience absolue. Aucun ne recule devant les crimes terribles de Gilles de Rais, parce qu'il y a des rumeurs, plus que des rumeurs, c'est-à-dire c'est toujours pareil. Il n'y a que la populace qui n'est pas au courant. Mais dans les secrets des alcôves, tout le monde savait ce qui se passait, au même titre que tout le monde savait ce qui se passait dans les soirées de P. Diddy, et voilà. Et je vais même vous dire, c'était pire, parce que pour s'assurer les bonnes grâces de leur maître, il se disait même que certains n'hésitaient pas à se livrer à des actes de sodomie sur des enfants à ses côtés, juste pour être adoubés. Encore une fois, on n'est pas dans un bis repetita. Des fois, j'ai l'impression, à force de traiter ces sujets, les sujets du dimanche d'actualité, et puis que, en fait, on est dans un cercle, une histoire sans fin, le truc. Parce que oui, en se taisant et en favorisant l'accomplissement des vices de leur maître moqueur, tous savent que leur fortune est faite. Par contre, celle du baron, le s'amenuise forcément considérablement. En peu de temps, cet ignominieux entourage devint un gang sanglant qui alimente le baron en victime dans les chambres sombres et lugubres du château du maître. Mais ces excès lui coûtent forcément de plus en plus cher. Pour éviter la faillite, Gilles doit trouver de nouveaux revenus. L'or, lui disent ces druides, ne devrait plus tarder. Pour la conscience absolue et le grand œuvre, le maréchal fait donc aménager dans sa forteresse de Tifoge un laboratoire unique au monde. Mais rien ne sort de la tanière démoniaque et les coffres du baron demeurent désespérément vides. À Champtomsé-sur-Loire et à Tifoge, le tableau est macabre et violent. Le sinistre baron ne semble trouver consolation que dans des crimes de plus en plus fréquents et de plus en plus barbares. La légende raconte qu'à la nuit tombée, certains de ses acolytes parcouraient la campagne en levant de jeunes pages et écuyers achetés à de pauvres parents désœuvrés en leur jetant sauvagement des écus. Bon, on dirait que rien n'a changé depuis cette époque. Puis, qu'au cœur de la nuit, le sang ne cesse de couler dans les chambres du château. Le sinistre baron viole, mutile et égorge les enfants arrachés à leur famille. Il est dit qu'il prend plus de plaisir à les voir se vider de leur sang que d'abuser sexuellement de leur jeune chair. Il est dit que, dans son esprit tordu, le baron imagine que ces crimes plaisent à Dieu. Sacrifiant uniquement des enfants, il pense libérer des âmes pures, non pas comme un assassin, mais comme un faiseur d'anges. À ses fidèles rabatteurs, donc Eustache Blanchet, Gilles de Sillé, Roger de Briqueville, Étienne Courillot, dit Poitou et Henriette Criard, que des notables, se joint Périne Martin, dite la Méfraye, la pourvoyeuse. Elle rôde, toute de noir vêtue, entraînant les enfants dans l'antre de l'ogre, approvisionnant le seigneur de Champottzé en petites mais nombreuses victimes. Par ailleurs, ces disparitions passent de moins en moins inaperçues et les paysans commencent enfin, alléluia, à s'interroger sur la culpabilité de Sire de Rais. Dans tout Anjou, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre.
que cachent les sombres tours du château sinistre du baron. En dépit des interactions royales, Gilles n'hésite pas à se départir de biens de plus en plus onéreux. D'ailleurs, il n'est pas le seul à ignorer l'édit du roi Jean V, duc de Bretagne, qui juge hors juridiction les édits du roi, lui achète terres et propriétés et ne tarde pas à s'approprier le patrimoine colossal de Ré. Le souci odorant et visible est que les caves, tours et oubliettes cachent les vestiges des crimes du baron. Bien que le maréchal tente de les faire nettoyer par ses fidèles rabatteurs, ses serviteurs, des cadavres, et il y en a bien trop, sont trop visibles, trop odorants, trop sangrants. Et oui, les crimes tâchent et s'accrochent aux pièces du château comme ils auraient pu tâcher et s'accrocher à une clé malencontreusement tombée dans une mare de sang. J'espère que vous comprenez l'allusion. Donc malgré forcément ces nettoyages à allure de désinfection macabre, les paysans retrouvent des morceaux de cadavres et de squelettes au pied d'une tour sombre du château de Champtocé-sur-Loire. Le château là, Champtocé, je sais que j'ai dit n'importe quoi. Je suis fatiguée, je suis désolée, la dyslexie quand je suis fatiguée, elle est incontrôlable. C'est Champtocé, le vrai mot, d'accord? Excusez-moi. Alimentant ainsi les rumeurs et les doutes à propos de l'infâme propriétaire. L'étau se referme ainsi, finally, j'ai envie de vous dire, sur l'infâme seigneur de Ré. Le silence de ses sbires fourbes et parasites lui coûte des fortunes. Ces alchimistes peinent à trouver la soi-disant pierre philosophale promise, ce secret qui lui permettait de reconstruire sa fortune, d'accroître son patrimoine, d'assouvir ses plus sombres désirs et peut-être même de se venger du sort infligé à Jeanne d'Arc. Le baron semble prêt à tout, même l'usage de forces obscures et surnaturelles qui dépassent l'entendement. Acculé par les dettes, désespéré par l'incompétence de ses sbires, Gilles dépêche à Florence son fidèle Eustache Blanchet pour faire office d'escorte à Francesco Prelati, très renommé mage, sorcier, nécromancien. Âgé d'une vingtaine d'années, Prelati est différent de tous et son personnage ne colle pas du tout à l'image du vieux mage médiéval de la littérature. Né à Montecatini, maître Francesco est issu du haut clergé, après de prestigieuses études religieuses où il a reçu toute l'attention et l'admiration des célèbres évêques du diocèse d'Arezzo. Pourtant, en vieillissant, il délaisse la religion pour s'adonner aux sciences occultes, à l'alchimie et aux invocations douteuses. Il est dit qu'il serait capable d'invoquer des démons. Pire, Prelati serait le propriétaire d'un serviteur démoniaque, un familier appelé Baron, ressemblant, accrochez-vous, à un énorme reptile, et qui était toujours invoqué avec succès, sauf en présence de Gilles de Ré. Quoi qu'il en soit, Prelati reste un esprit curieux, voire malin, féru de science et de littérature, qui ne laissera pas le sire de Ré insensible. C'est ainsi que Prelati s'installe luxueusement à Manchecoul, au gîte du Maréral, et lorsque Gilles le presse d'invoquer les puissances infernales, le Florentin n'est guère pressé. Prelati préfère jauger et se jouer de son hôte, un personnage qu'il considère comme étant aussi sadique que naïf, un pervers clairement aux abois. Attention, les finances du maréchal sont certes désastreuses, mais celui-ci en possède toujours. Prelati en a conscience, et gagnant petit à petit la confiance du baron, il compte bien extorquer l'intégralité de ses fortunes et de son patrimoine. Après plusieurs semaines de débauche et d'oisiveté, en 1439, Prelati tente une ultime invocation, mais les forces des ténèbres refusent obstinément d'apparaître. Gilles de Ré est déçu, voire déprimé. En peu de temps, son état de santé se détériore. Il n'est bientôt plus que l'ombre de lui-même. Ses ébauches, ses excès de table et de luxure et l'alcool l'ont littéralement détruit. Il est dit que dans ses rares moments de lucidité, Gilles de Ré est désormais rongé par les remords, qu'il réalise sa méprisable et monstrueuse condition, qu'il envisage son irrémédiable déchéance. Certains historiens disent de lui qu'il aurait été capable à ce moment-là d'entreprendre un pèlerinage jusqu'à Saint-Sépulcre à Jérusalem et qu'il se serait tourné vers son frère et sa femme qui auraient alors refusé de l'aider. Vers la fin de l'année 1439, le maréchal fait l'objet d'une enquête sévère instituée par les hautes sphères du pouvoir ecclésiastique. Lors de cette enquête paroissiale, intervient directement Jean de Metz qui parvient à établir une certaine corrélation entre les nombreux témoignages des parents éplorés et l'usage de l'art et des sciences de la nécromancie dans différentes propriétés du maréchal. Cependant, les rumeurs ne pouvant faire office de preuves, celles-ci sont insuffisantes pour arrêter le baron,
qui jouit d'ailleurs toujours de son titre de maréchal de France. Il faudrait un prétexte à Jean de Metz pour pouvoir le mettre aux arrêts. Gilles de Rais ne tardera pas à lui en donner l'occasion. Début 1440, Gilles de Rais se départit de ses derniers domaines, dont la seigneurie de Saint-Étienne de Mermorte, qu'il vend à Guillaume le Ferron, un proche du duc de Bretagne. Guillaume y installe son frère, un clerc tonsuré, mais le nouveau propriétaire tarde à honorer sa dette, ce qui met son créancier Gilles de Rais en colère. Le 15 mai 1440, le jour de Pentecôte, le maréchal et une bonne poignée d'hommes armés envahissent la chapelle de Saint-Étienne de Mermorte et s'en prennent violemment à Jean le Ferron. Ils l'humilient, le traînent au sol, le battent et l'emprisonnent au château sous la garde des soldats de l'armée personnelle du maréchal. L'affaire est trop grave pour être classée sans suite. Gilles de Rais vient de s'aliéner le pouvoir ecclésiastique, il a violé un lieu saint et s'en est pris à un membre du clergé. Double sacrilège qui entraîne l'excommunication. De plus, Jean le Ferron, emprisonné comme un brigand, relève de l'autorité de Jean Metz, l'évêque de Nantes. Voilà l'occasion qu'attendait l'Église pour porter des accusations. Informé des maladresses impardonnables du maréchal, Jean V, le duc de Bretagne, impose au maréchal une amende de plusieurs milliers d'écus d'or royal. La somme est une véritable fortune que le baron ne peut honorer compte tenu de ses dettes et de sa situation financière plus que critique. Comprenant sa position et accablé, il fuit vers ses dernières propriétés de Tiffauges, où incapable d'échapper à ses vieux démons, il tue encore dans la foulée des jeunes écuyers et de puérils pages. Pendant ce temps, le duc de Bretagne fait saisir les propriétés diverses et variées et fait libérer Jean le Ferron. Désemparé, Gilles de Rais demande une réduction de l'amende qui l'accable. L'inflexible Jean V refuse. De surcroît, il a eu vent des agissements du maréchal à la suite de l'enquête d'écrives inavouables, compte tenu de leur nature, atroce, sournoise et totalement abominable. Les faits alors reprochés sont extrêmement sérieux, plus de place au doute, les preuves sont plus qu'accablantes. À Machecoul, Étienne d'Ipoitou et Roger de Briqueville, deux de ses plus fidèles sbires, profitent de son absence pour répandre le mal avant de tenter de s'enfuir définitivement. La chute est imminente, l'étau ne cesse de se resserrer. Le maréchal, espérant encore et toujours de l'alchimie et des voies démoniaques, entreprend de faire plusieurs navettes entre Tiffauges et Machecoul tout en répandant une traînée de cadavres derrière lui. Il décime des enfants encore et encore dans l'ultime espoir de pouvoir arranger les choses. La culpabilité du maréchal ne fait plus aucun doute. S'il subit l'arrestation de Jean V, son procès serait à la fois religieux et civil. L'Église jugera l'affaire de Saint-Étienne de Mermorte et des ablutions diaboliques et le bras séculier s'occupera des meurtres d'enfants. Le 13 septembre 1440, l'évêque de Nantes lance un mandat d'arrêt contre le sieur de Rais dans le texte officiel. À en croire les sources et archives de la Loire-Atlantique à ce sujet, il est question de nombreux crimes d'enfants et surtout d'hérésie, crimes passibles de la peine de mort. Quelques jours plus tard, des soldats se présentent à Machecoul. Le maréchal n'oppose aucune résistance à son arrestation. Ces misérables cafards, lui servant de rabatteurs, sont eux aussi mis aux arrêts et incarcérés dans des cachots sombres et humides du palais de Cales à Nantes. Quant au maréchal, il est enfermé dans un appartement spacieux de la Tourneuve. Concernant les rabatteurs en cavale, les avis de recherche se multiplient et sont placardés d'un bout à l'autre de l'Anjou. Le 19 septembre 1440 s'ouvre le procès du baron et de ses complices. Jean de Metz, à titre d'évêque de Nantes, mène le procès d'église. Pierre de l'Hôpital, président de Bretagne, assure le procès séculier. Les audiences se tiennent au château de la Tourneuve. Loin d'être à huis clos, les notables des environs et personnes influentes se sont tous réunis pour assister à ces aveux et révélations. D'abord, les révélations des victimes. Les parents viennent raconter les circonstances entourant la disparition de leurs enfants. Suivent les aveux des criminels. Si Eustache Blanchet et Francesco Prelati laissent planer un certain mystère sur les meurtres d'enfants, les propos de Chambrier, Henriette et Poitou, eux, sont sans équivoque. Ils avouent tout. Enlèvement, abus, meurtre, dont le mode opératoire pour disposer des corps. Tout est dit, rien n'est oublié. Les révélations sont d'autant plus accablantes qu'il relate les faits sans chercher à se disculper. Quant à Gilles, il fait preuve d'une arrogance surprenante dans les circonstances. Pour lui, ce procès est un véritable cirque. Il ne reconnaît pas l'autorité de ses juges qui l'accusent au passage d'usurpateur et de débauché. Qui sont-ils en effet pour le juger, lui, Gilles de Rais, seigneur de Laval, de Pouzargues et de Machecoul, maréchal de France et lieutenant général de Bretagne? Bah oui, parce que forcément,
quand on est couvert par ses accointances et sa naissance, forcément on est choqué quand le couperet finit par tomber. Mais à un éclair, Gilles de Rais ravale son orgueil, ses mensonges et ses ardeurs. Sanglotant et s'agenouillant, le maréchal préfère avouer plutôt que de risquer la torture et la damnation éternelle. Tout a commencé selon lui dans la solitude de Champtocé, peu de temps après la mort de son grand aïeul, Jean de Craon, en 1432. Il reconnaît ses luxures, ses vices, ses abus et ses crimes. Quant au nombre de ses petites victimes, il dit l'ignorer. Des centaines, peut-être des milliers. Les détails sont si horribles que Jean de Metz décide de voiler le crucifix suspendu au mur du tribunal. À l'issue des audiences, Eustache Blanchet est libéré, Prélati et Lemaiffreille sont condamnés à la réclusion perpétuelle. Gilles et ses deux plus fidèles sbires, Poitou et Henriette, sont condamnés à la pendaison et au bûcher. Leur exécution est fixée au 26 octobre 1440. Le 26 octobre 1440, c'est une foule immense qui est rassemblée pour s'assurer du châtiment de l'ogre. Il est dit que dans la foule, les cœurs étaient partagés. À la suite des dernières paroles du maréchal destitué, à la suite de ses premières et dernières excuses, ces gens qui la veille encore pleuraient leurs enfants disparus avaient fini par prier pour l'âme du baron. Ils lui avaient alors tout pardonné, miséricordieux qu'ils étaient. Alors ça, c'est un passage que je ne crois absolument pas. Mais je vous le sers tel quel par souci de transparence. Mais que moi, les parents, parce qu'il a fait un beau speech, non. Encore une fois, c'est pour atténuer le sordide de cette histoire vraie. À leur tour, les acolytes Henriette et Poitou, qui n'ont rien manqué de l'exécution de leur maître, sont pendus et brûlés. Le tableau est complet. En cette heure solennelle, 3 gibets se dressent dans la plaine. Le maréchal pendu au milieu de ses deux sbires et alléluia, quoi. Pendant des siècles, dites-vous que des pèlerins sont venus se recueillir sur la tombe du Seigneur de Rais, symbole de rédemption. On est d'accord, ça, cette partie-là, on n'y croit pas. Puis à la Révolution française, des sans-culottes ravageront la crypte et répandront au vent et dans les eaux de la Loire les restes des princes de Bretagne, incluant ceux du maréchal. Pendant un temps, subsistera encore un petit monument érigé par Marie de Rais sur les lieux du supplice de son père. En passant devant ce petit édifice, les parents diront même à leur enfant pendant longtemps, c'est ici qu'a été brûlée la Barbe Bleue. Marie de Rais n'a que 10 ans lors de l'exécution de son père. Elle aurait songé à entreprendre des démarches de réhabilitation, mais aurait rapidement renoncé tellement la cause lui paraissait indéfendable. Dans une interminable saga juridique pour essayer de récupérer les domaines de son père, ceux-ci ayant été confisqués soit illégalement, soit vendus en dépit de l'édit royal, etc., elle parviendra, avec l'aide de son beau-père Jean II de Vendôme, vidame de Chartres, à sauver les domaines de Pouzogue et de Tiffauges. Après une triste vie, elle mourra en 1457, seule et sans enfant, à 27 ans à peine. Gilles de Rais est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants et énigmatiques de l'histoire de France. Faut-il s'étonner qu'au fil des siècles, le baron ait été identifié au terrible Barbe Bleue de Charles Perrault? Je ne pense pas. De nos jours, les crimes de Gilles de Rais semblent si épouvantables qu'il est difficile de ne pas douter de leur réalité historique. À en croire ses biographes, l'infâme baron aurait assassiné ou fait assassiner plus de 500 enfants. L'affaire paraît si inconcevable que certains historiens ont crié à la supercherie. Comme de par hasard, je vous dis, bis repetita. En fait, on est dans une boucle temporelle, les amis. Pour eux, Gilles aurait été victime d'une machination judiciaire ourdie par des puissants adversaires pour s'approprier ses terres et ses seigneuries. Bien sûr, la marmotte, elle met le... Au début des années 1990, les tenants de ce scénario ont tenté d'initier un procès en réhabilitation pour Gilles de Rais. L'idée était de questionner la crédibilité du tribunal de 1440. Jean de Metz III, évêque de Nantes, et Jean V, duc de Bretagne, des nobles qui convoitaient les propriétés du maréchal, étaient-ils des juges impartiaux? Les aveux les plus incriminants étaient-ils recevables? Mis à part les aveux arrachés à ses serviteurs, quelles preuves les procureurs de l'époque ont-ils eu à présenter contre Gilles? En définitive, le baron a-t-il eu droit à un procès juste et équitable? Personnellement, par souci de transparence, encore une fois, je vous pose ici des sujets qui ont eu droit à des débats et à des controverses, mais moi, mon idée est faite. C'est encore une fois les héritiers qui ont voulu pour récupérer l'histoire et pour récupérer les biens. Mais je ne veux pas croire, compte tenu du nombre de témoignages, qu'il ne s'agisse que de ça. Certains écrits historiques comportent les aveux de ces rabatteurs-serviteurs, affirmant également qu'on retrouva à Manchecoul, après le recouvrement de la dite place qui avait été prise par le sœur de la Suze, près de 80 enfants morts
qui furent également brûlés au lieu dit de Machecoul. Les comptes rendus, les témoignages et les aveux ne laissent aucun doute à la culpabilité du maréchal. Considérant l'ignominie de ses crimes et la vulnérabilité de ses victimes, Gilles de Rais apparaît effectivement comme le plus grand criminel connu de l'histoire de France. Il est en question en l'espèce de meurtre d'enfants orchestré et exécuté par un pédophile. Si une personne figure de mériter dans la galerie des monstres humains, c'est bien Gilles de Rais. Que les juges du tribunal ecclésiastique et séculier de 1440 n'aient pas été impartiaux, comme l'ont soutenu ses défenseurs en procès réhabilitation, est une chose. Mais faire passer Gilles de Rais d'assassin à victime en est une autre. On sait que c'est ce qu'ils essayent tout le temps de faire, mais ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné. S'il est vrai qu'aucun reste macabre n'a été présenté en preuve, il y a quand même le témoignage de parents qui sont venus témoigner de disparition d'enfants. Ces gens n'avaient rien à gagner dans l'exécution de Maréchal. À part parce qu'ils cherchaient leur enfant, il n'y a aucune raison pour laquelle ils seraient venus témoigner. Pire, certains d'entre eux vivaient à l'époque sur des terres qui, même après l'exécution du baron, sont restées dans le patrimoine de la famille de Rais. Si les meurtres d'enfants n'avaient été qu'une affabulation, croyez bien que ces pauvres paysans n'auraient pas risqué de se mettre à dos les héritiers de leur seigneur féodal. Donc, faut arrêter les bêtises, hein. La concordance des témoignages est surtout trop incriminante pour avoir été inventée. Alors, non seulement faut arrêter d'essayer de rendre sa gloire à quelqu'un qui, dans l'histoire, a fait des choses aussi sordides, mais en plus, faut quand même s'étonner et se poser de réelles questions sur le fait quelqu'un comme Charles Perrault ait décidé de raconter cette histoire sous forme de conte de fées. Je ne vais pas vous faire les conclusions alambiquées que je vous fais habituellement autour de ce que cela implique au niveau des contes de fées. Je le fais à chaque fois et là, les faits parlent d'eux-mêmes, nos commentaires, je peux m'en rester là, tout est dit et bien dit, une preuve de plus, voire la meilleure des preuves que les contes de fées, si c'est pas de la programmation et du conditionnement. Bref, je m'arrête ici. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette histoire n'aura pas été trop indigeste parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, mais je voulais être inattaquable. Et qu'on m'accuse pas de dire n'importe quoi sur le maréchal de Rais parce que je sais qu'il y a un souci parce que maintenant ils essaient de changer l'histoire. Donc je voulais des faits, je voulais des preuves, je voulais que vous puissiez tout recouper par vous-même parce que je sais que certains d'entre vous adorent faire leurs propres recherches. Et voilà, donc, tout est dit. Je m'arrête ici. N'oubliez pas, pour m'aider, on like, on commente, on partage sur des sujets comme ça, boudés par YouTube. J'espère plus pour très longtemps, parce qu'il y a quand même un changement de paradigme, je vous l'ai dit dans ma vidéo de dimanche dernier, qui fait que normalement, la liberté d'expression pour laquelle il n'y a plus besoin de se battre. Donc, normalement, mais en attendant, j'ai toujours besoin de vous, les petits nouveaux, abonnez-vous. En attendant de se retrouver dimanche, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.